C'est plus des valises là, c'est des porte-bagages. Ouais, ça commence à se voir. Tu ne veux rien rater de la fin de Roland Garros, mon très cher Goat, tu es sur la bonne chaîne, c'est ça qui est génial. Abonne-toi juste ici pour ne rien rater des dingueries d'ici la fin de la semaine. Holger Rune remporte le premier match de sa carrière en 5 manches au terme d'une rencontre paranormale. Benoît Mélin fait tomber son sucrier dans les fraises. Et mon ratio sur Kyrgios, c'est le programme lunaire de ton nouveau digest de Roland Garros. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une sombre histoire, une sombre affaire qui était passée un petit peu entre les mailles hier. Je vous ai dit hier dans la vidéo que le Langlen avait été parfait sur le match de Khachanov. Ça n'a pas été vraiment le cas. Sur le Kasatkina Svitolina, malheureusement, une partie du public du Langlen a sifflé la joueuse russe, alors que regardez à la fin de la rencontre ce qui s'est passé. Elle a fait un petit pouce et derrière Svitolina lui a répondu avec un pouce, en lui serrant le poing. On connaît la situation de Kasatkina, elle s'est placée contre la guerre et Svitolina le sait, comme nous le relaye le sublimissime Quentin Moinet. Alors Kasatkina, du coup, un petit peu le seum, forcément, en quittant Paris. Elle a écrit sur Twitter, quitter Paris avec un sentiment très amer tous ces jours. Après chaque match que j'ai joué à Paris, j'ai toujours apprécié et remercié le public pour son soutien et sa présence pour les joueurs. Mais hier, j'ai été hué pour avoir simplement respecté la position de mon adversaire, de ne pas lui serrer la main. Elle a continué dans un deuxième tweet. Moi et Elina, nous nous sommes montrés respectueuses après un match difficile, mais quitter le terrain comme ça a été la pire partie de la journée d'hier. J'aimerais Roland Garros, quoi qu'il arrive, toujours et pour toujours à l'année prochaine. Ça fait un petit peu mal, hein. Et moi je trouve vraiment que c'est un geste de grande classe. C'est dommage que le public ait pas eu le discernement, la qualité nécessaire pour voir exactement ce qui s'est passé. Et on passe encore une fois pour des petits dindons. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau et le double, l'exclusion dont je vous parlais hier dans le côté réseau. Et on a eu des nouvelles de Soribes sur cet incident. Elle s'est justifiée en conférence de presse et elle a expliqué: pour Marie et pour moi, il est difficile de lire ce que les gens disent. Ce n'est pas facile car la seule chose que nous avons faite hier a été d'aller d'aller voir l'arbitre et de lui expliquer ce qui s'est passé. On rappelle, elles n'ont pas vu la scène. On bascule dans ce côté réseau sur une info croustillante, une info très spéciale. Ma tentative de ratio sur Nick Kyrgios aujourd'hui sur Twitter, tentative ratée du coup, mais quand même des mots, je trouve, un peu décalés de la réalité. Mais c'est ça quand vous êtes un mégalomane et un narcissique comme Nick Kyrgios. Alors il a écrit par rapport à cette situation justement sur le double. De plus, ce n'est pas une question d'intention. Si vous frappez une balle sur un enfant, c'est une exclusion. Prenons les mots de Nick Kyrgios comme ça et remettons-les dans le contexte d'il y a 1 an et demi en double, lui aussi avec Kokinakis à l'Australian Open 2022 qu'il a remporté. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait une balle qui était hors jeu, il a frappé un peu de désarroi une balle qui a claqué sur le court, qui est remontée sur la tête d'un enfant qui l'a fait pleurer, et pourtant il n'a pas été exclu. Il a offert une raquette à l'enfant et c'est passé crème. Donc Nick, souviens-toi, l'été dernier. La mémoire courte, manifestement, ça ne touche pas que les joueurs de tennis, ça touche également les spécialistes, entre guillemets, de tennis, avec Benoît Mélin qui nous a sorti une petite dinguerie hier après la victoire de Carlos Alcaraz. Trouvez tous les superlatifs, inventez-en même. Alcaraz en est au point de faire oublier Nadal. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord, vous prenez votre plus belle plume et vous me dites si Carlos Alcaraz est sur le point de faire oublier Nadal, ou est-ce que c'est juste le tweet de quelqu'un qui a sucré un maximum de fraises. Last but not least, la dernière info du côté réseau, et c'est le gros banger demain soir, 20h15, Carlos Alcaraz face à Stefanos Tsitsipas en exclusivité mondiale sur Prime Video. Alors c'est un problème, parce que les personnes les plus démunies, et même les personnes qui sont pas vraiment au courant des accès, etc., donc les personnes un petit peu âgées, comme le tweet précédent que je vous ai montré, bah, ça va être difficile de regarder cette rencontre, mais on pense surtout aux personnes les plus démunies, quoi. C'est un petit peu dégueulasse. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur le président, c'est pas le moment, monsieur le président, ouais. Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez utiliser votre carte UTS Muratoglou 49.3 pour intervenir dans ce digest? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez une solution pour... Ouais, c'est quoi du coup la solution? C'est un mème sur internet, c'est ça? C'est celui-là, vous êtes sûr, monsieur le président? Ok, je note, hein. Merci. Merci beaucoup, président, vous nous sauvez là. 2 matchs aujourd'hui au programme dans ce coin tactique, moins déluré, je vous le promets, que le côté réseau, parce qu'on est vraiment allé très loin là. On va commencer avec le Rune Cerundolo et un bon départ du joueur danois, j'ai trouvé. À peu près le seul moment où il a bien joué au tennis dans la partie, mais nonobstant, on a donc ce départ canon, il enlève du temps, il prive de temps Cerundolo, et avec des coups droits décroisés notamment, les petites amorties, les services volés, le jeu était vraiment bien en place. Et puis à partir de 5-3 dans le premier set, bah, il a débranché le cerveau comme moi aujourd'hui, 3
3 fautes directes monumentales, un revers sans consistance. Ça a été un thème global dans cette partie, très inconsistant, pas vraiment dedans, intermittent et même parfois très mauvais, Holger. La petite pépite danoise qui va rallumer la lumière pile poil quand il le faut. Par exemple, ici, le tie-break du premier set. Je pense que c'est l'exécution parfaite, le coup parfait à ce moment-là. Il va trouver beaucoup de volume sur ce coup droit. Il va pouvoir avancer dans le cours juste derrière. Voilà, c'est vraiment avec son coup droit qui fait la diff sur ce tie-break et qui bascule à 1-7-0. Le deuxième set va être l'occasion de constater un certain désordre dans le jeu de Rune avec service volé sans conviction, 2 doubles fautes. Ici, une volée, peut-être d'ailleurs sur une enfant. Pas le dire à Kyrios. Non, c'est pas ce qui s'est passé, soyons précis, il n'y a pas eu d'exclandre de ce côté-là, mais par contre, une séquence cocasse, si je peux me permettre, une balle qui double, Rune qui la renvoie sans la sentir dans sa raquette, et du coup, c'est Rundolo qui arrête le point alors que il suffisait juste de mettre le smash, de se concentrer sur le point et de voir après. Voilà, petite erreur de concentration, il parle à Kader Nouni, qui a une voix toute comme ça, et du coup il s'est fait rodka le point, et il a complètement tilt, mais moi ça me paraît vraiment bizarre, ces joueurs, les Nori, les Runeux, qui sentent pas quand la balle elle double. C'est très étonnant, je trouve. Vous en pensez quoi, ceux qui pratiquent le tennis en club, en loisir? Vous la sentez pas quand elle double? Allez, nouvelle palette dans ce coin tactique et je pense que c'est la réaction qu'on a tous eue devant notre écran quand on a regardé le match d'Holger Rune aujourd'hui, c'est le désarroi de Patrick Mouratoglou. Le troisième set va encore une fois être un petit miracle, 0-30, et là soudainement, qu'est-ce que va faire Holger Rune? 5 services volés, hommage à la chaîne je l'imagine, un service gagnant également, alors là, ici on le voit claquer une belle volée, il va basculer à 5-4, breaker, se retrouver à 2-7-1 en jouant complètement à l'envers. Parce que je pense que cette séquence des services volés, elle reflétait pas vraiment un contrôle, une maîtrise. C'était plutôt, j'ai envie de raccourcir, j'ai pas envie vraiment de me livrer. Et ça s'est vu dans le quatrième, qu'il a complètement balancé des services volés, pas inspirés, des amortis totalement téléphonés. On l'a vu également prendre quelques petits sucreries au cours de ce set. Il était complètement à plat au niveau physique, et même en fait au niveau mental. On se retrouve dans le cinquième, et c'est là la petite odeur de la folie qui est en train d'émerger soudainement avec Rune qui nous fait un peu une Novak Djokovic, quoi. Il essaie de convoquer un peu les énergies, il va chercher le public, il va chercher Patrick Mouratoglou, et là le cinquième, la tension, quoi, le niveau de jeu abyssal, mais c'est du pur tennis, quoi, c'est du pur mental, c'est du cinquième set comme on les adore. On a une position royale pour Rundolo qui a 3 balles de break dans ce jeu, un coup droit penalty, et qu'est-ce qui va nous sortir, le zinzin? Un coup droit maxi large. Rune, il est là, il est à 5 mètres de la ligne de fond, il est là, exécute-moi. Eh ben non. Quelques instants plus tard, Rune va servir pour le gain de la rencontre, il va pas réussir à clutch ce jeu, et on se retrouve un peu logiquement, c'est un peu le seul truc logique en fait dans cette rencontre, dans un super tie-break. Et ça s'est joué vraiment à des tout petits détails. Alors c'est peut-être là, c'est Rune au filet, très intelligent de maintenir la raquette avec les 2 mains à ce moment-là pour bien la garder, la balle forte qui lui arrive dessus, bien la contrôler et déposer cette petite amortie. C'est aussi, je pense, qui a fait la différence entre les deux joueurs, plus de technicité, plus une palette plus large du côté d'Holger Rune qui a pu lui servir dans certains moments. C'est Rundolo qui est encore dans la partie à ce moment-là, il n'y a que 8-7 sans mini-break, mais 2 fautes directes assez grossières ici en revers. La tension, peut-être un tout petit peu de mouillette à ce moment-là, et c'est le joueur avec le plus gros mental qui va réussir à s'imposer, mais là Holger, il va falloir te mettre dans la glace pendant 20 heures là, parce que t'es cramé au bout de 2h45 de jeu. Ça sent mauvais ça, cette histoire pour aller jusqu'au bout. Casper Ruud qui sera l'adversaire d'Holger Rune en quart de finale, et j'ai trouvé le joueur norvégien d'une qualité aujourd'hui, alors pas forcément un match parfait, mais réussir à boucler ça en 3-7, je trouve que c'est une performance assez exceptionnelle. Jarry qui l'avait battu à Genève, qui avait remporté le titre juste avant le début de Roland Garros, 1m98, la grande saucisse, et un joueur qui envoie des pancartes dans tous les sens, et c'est là qu'on a vu l'intelligence de Ruud, les schémas de jeu sur terre battue, là notamment un contre-pied très malin, très habile sur un joueur avec des grandes guibolles qui n'a pas forcément un déplacement élite. 55 coups gagnants, 66 fautes directes pour Jarry, mais surtout la stat la plus éloquente qui résume, qui encapsule cette rencontre, c'est 3 balles de break converties sur 17 au total pour Jarry. Il y a 5 balles de break déjà dans le premier jeu, et si vous le voyez quand même en appui arrière, on envoie la petite giclette. C'est un espèce de mix entre Juan Martín del Potro, John Isner et un truc comme ça. Et en fait, dans cette rencontre, on va la résumer assez simplement. La différence, c'est globalement faite sur les moments importants, sur les fins de set. Ici, dans le time break du premier set, on a 3 grosses fautes directes en coup droit, et Ruud qui va
Voilà, poser les barbelés, faire travailler Jari, utiliser sa science du jeu, sa science des momentum également. Et à chaque fois, hein, 7-2, 7-3, c'est Jari qui a le break en premier et Ruud qui arrive à remonter et à remporter ses sets à chaque fois. Ici, une séquence très nadalesque avec 3 coups droits où on avance, on enfonce, 1, 2, 3, et on finit par terminer dans un 4e temps. Le match va un petit peu se terminer comme un symbole avec cette défense en extension côté revers portée par le vent. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de bourrasque, du coup difficile aussi dans ces conditions hein, d'envoyer des pancartes sèches tout le temps. Le jeu sécuritaire un peu plus enveloppé et maîtrisé de Casper Ruud a prévalu aujourd'hui. Jari qui va faire la faute et un Casper Ruud qui va se poser quand même pas mal hein, sur le quart de finale face à Holger Rune qu'on aura énormément de plaisir à suivre. Et on se termine avec les recos du jour. Alors demain, vous le savez, il y a les 2 premiers quarts de finale. Ce sera Novak face à Double K à 13h45 et en Night Session, Carlos Alcaraz face à Stefanos Tsitsipas. Alors je sais pas exactement quand est-ce que le prochain digest sortira. S'il y a une dinguerie sur le match de Novak, je sortirai un digest dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Sinon, je pense qu'on va se retrouver. Le match, il va finir à quoi? Minuit, le Carnitos Titi. Donc, on va voir. Peut-être 7h du mat le lendemain. Le mieux à faire pour vous, c'est d'être abonné, c'est d'activer la cloche. Et on se retrouve donc très vite, là, demain ou après-demain matin, pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.